Bonjour, je suis François Darrocha-Carnero, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Jean Moulin de Roubaix, mais je suis également historien du sport, spécialisé sur les joueurs de l'équipe de France de football depuis 1904. Et l'occasion m'est donnée de vous présenter quelques joueurs roubaisiens ou ayant évolué à Roubaix et ayant porté également le maillot de l'équipe de France. Il faut savoir que Roubaix était une grande ville de football. Ça a été l'un des premiers champions de France, du championnat USFSA au début du XXe siècle. Et pendant toute la première moitié du XXe siècle, Roubaix reste une ville de football avec 5 titres dans les 10 premières années du siècle, avec également une finale 1933 très particulière puisqu'elle oppose 2 clubs de la ville, et avec un dernier titre en 1947 lorsque le club de Roubaix est fusionné avec celui de Tourcoing pour devenir le CORT. Voici Émile Sartorius que l'on voit dans son club de Roubaix, le Racing Club de Roubaix. Émile Sartorius est né de père allemand, il est né à Roubaix, son père est arrivé vers 1880 dans la ville, c'est un industriel du textile. Et donc Émile Sartorius est germanophone, mais il est français, un attaquant du Racing Club de Roubaix, spécialiste du dribble. Et on lui doit, entre autres, le premier titre de champion de France qu'a pu obtenir le Racing Club de Roubaix en 1902. En effet, le Racing Club, en finale du championnat de France, était mené par le Racing Club de Paris. Et à 2 minutes de la fin du match, l'attaquant Émile Sartorius marque un but qui permet au Racing Club d'égaliser et donc de mener jusqu'aux prolongations. Et finalement, ce match étant remporté par le Racing Club de Roubaix, Roubaix devient champion de France pour la première fois en 1902. Un titre de champion de France qu'Émile Sartorius retrouve en 1903, puis en 1906 et en 1908. Il n'y a qu'en 1904 où il ne participe pas à la finale du championnat de France, et donc où il ne peut pas bénéficier de ce titre de champion de France qu'obtient le Racing Club de Roubaix. Il connaît sa première sélection en 1906, en novembre 1906, contre l'Angleterre. Alors, la France subit une défaite innommable sur le score de 15-0. Et un an plus tard, un an et demi plus tard, pour sa 3e sélection, il joue contre l'Angleterre de nouveau à Londres. Donc là, l'équipe de France se contient davantage puisqu'elle ne perd que par le score de 12-0. Surtout, on retient le nom d'Émile Sartorius pour une opposition face à l'équipe du Danemark lors des Jeux Olympiques de Londres en 1908, le 22 octobre 1908. À cette occasion, l'attaquant danois Sofus Nielsen inscrit 10 buts contre l'équipe de France, qui perd sur le score de 17-1. Mais Émile Sartorius est là, puisque le but français, c'est un but inscrit par un Roubaisien, par Émile Sartorius. Pendant la Première Guerre mondiale, bien sûr, comme ses compatriotes, il participe au combat. Il est blessé pendant l'été 1918. On lui coupe alors la jambe, enfin le pied droit, il est amputé du pied droit. Il meurt en 1933. Il est reconnu mort pour la France en 1946. Cet homme qui ne regarde pas très bien l'objectif est Maurice Van den Driesch. Maurice Van den Driesch est un joueur qui est sélectionné à 2 reprises en équipe de France, en 1908. Il bénéficie du titre de champion de France avec le Racing Club de Roubaix en 1906 et 1908. Mais après avoir disputé ces 2 matchs avec l'équipe de France, Maurice Van den Driesch choisit finalement la nationalité belge et perd la possibilité dès lors de disputer des rencontres internationales sous le maillot de l'équipe de France, ce qui fait qu'il ne compte que 2 sélections et ne participe pas aux Jeux Olympiques de Londres. Alors lui, en revanche, continue à être roubaisien. Même s'il n'est plus français, il est roubaisien. Et partiellement, il passe une partie de sa vie également en Australie. Australie où il décède à la fin des années 50, non sans avoir continué très longtemps à jouer au football, à partir de la Première Guerre mondiale sous un nom d'emprunt, puisqu'on le retrouve sous le nom de Vanden Day.
Voici Raymond Dubly. Raymond Dubly est incontestablement le joueur star du Racing Club de Roubaix, de toute son histoire, de cette longue histoire du football à Roubaix. C'est le dernier-né d'une fratrie de 9 fils, de 9 garçons. Il apprend à jouer avec ses grands frères dans le jardin de la famille, de la maison familiale, jardin qui disparaît lorsqu'on construit la piscine dans les années 30. Il connaît sa première sélection en 1911, mais c'est une sélection qui n'est pas reconnue officiellement parce qu'il s'agit d'une équipe de France parallèle. On ne rentrera pas dans les détails, mais disons qu'à l'époque, il y a une guerre des fédérations qui fait que le Racing Club de Roubaix ne fournit plus pendant quelques années d'internationaux à l'équipe de France. Et cette première sélection de 1911, elle a lieu à l'occasion de l'exposition internationale du textile qu'organise Roubaix, exposition qui nous vaut également l'hôtel de ville. Sa première sélection officielle remonte à janvier 1913. C'est contre la Belgique qu'il commence ainsi une longue carrière de 12 ans de football international, sanctionné uniquement par 31 sélections. Il faut dire qu'entre 1914 et 1919, il n'y a pas eu de compétition internationale officielle, mais avec ces 31 sélections en 1925, lorsqu'il termine sa carrière internationale, il est alors le recordman de sélection en équipe de France. Et depuis 1922, régulièrement, il est capitaine de cette équipe de France de football. Donc sa carrière est bien sûr coupée par la Première Guerre mondiale. Lui-même connaît les premiers combats de la guerre, mais très vite, il est obligé de se replier à l'arrière parce qu'il dit souffrir de maladies. Les sources officielles militaires tentent plutôt à laisser penser qu'il était atteint d'un burn-out très rapidement après le début des combats, et donc il était en forme de dépression juste au début de ces combats. Et donc il est sur Roubaix lorsque les Allemands arrivent en octobre 1914. Il se cache à Lille, mais la ville est bombardée, donc il revient finalement à Roubaix, réussit à se cacher dans une boulangerie pendant près d'un an, et au bout d'un an, il est dénoncé, arrêté par la police allemande, puis envoyé comme prisonnier en Allemagne, et c'est là qu'il termine sa guerre jusqu'à sa libération pendant l'hiver 1918-1919. C'est surtout ce Raymond Dubly, un héros du football français. Parce que c'est certainement, on le voit ici, c'est certainement le meilleur joueur du match contre l'Angleterre en 1921. Le 5 mai 1921, une confrontation oppose cette équipe de France à l'équipe d'Angleterre qui apparaît encore comme le maître étalon du football. On est le 5 mai. 5 mai, c'est le centenaire de la mort de Napoléon. Et le jour du centenaire de la mort de Napoléon, l'équipe de France, pour la première fois de son histoire, bat l'équipe d'Angleterre sur le score de 2-1. Raymond Dubly est à l'origine de cette victoire. Il ne marque pas de but, mais c'est lui qui lance véritablement les actions permettant cette victoire finale. Et puis Raymond Dubly, c'est aussi un héros de l'amateurisme à une période où le professionnalisme est en train de se mettre en place de façon plus ou moins cachée. On parle beaucoup d'amateurisme marron à l'époque, c'est-à-dire des amateurs mais qui finalement se font financer pour pratiquer leur art. Raymond Dubly refuse d'entrer dans ce mécanisme du sport rémunéré. Il est des joueurs un petit peu moins connus que d'autres. C'est le cas par exemple d'Émile Dussart, qui compte une sélection en équipe de France. Ce match-là, c'est contre la Hongrie à Budapest en mai 1914 qu'il le dispute. Il n'a alors que 18 ans. Mai 1914, 2 mois plus tard, la guerre est déclenchée. La guerre commence. Émile Dussart ne participe pas à cette guerre parce qu'il est trop jeune, mais il fait partie des générations de la relève. Et lorsque l'armée allemande pénètre sur le territoire français et en particulier commence à occuper Roubaix, Tourcoing et Lille, les jeunes de cette génération de la relève sont envoyés vers la Flandre littorale. C'est le cas d'Émile Dussart, que l'on retrouve à Gravelines à la fin de l'année 1914, puis au début de l'année 1915. En 1915, en avril, il intègre finalement l'armée. Il participe donc au combat de la Première Guerre mondiale, il connaît Verdun,
Et puis, petit à petit, il monte en grade, il devient sous-lieutenant. Et c'est comme sous-lieutenant qu'il est blessé en janvier 1918, le 2 janvier 1918 exactement. Quelques jours plus tard, il est décoré de la Légion d'honneur, mais ça ne lui rend pas la vie qui lui est prise le 8 janvier 1918. Il n'a alors que 22 ans. Voici ici Raymond Watine qui compte une sélection en 1923. Watine est un nom connu de l'industrie locale. Raymond Watine fait partie de ce milieu aisé de l'industrie roubaisienne, ce qui permet de montrer également, de se souvenir également que le Racing Club de Roubaix est un club de la bourgeoisie locale, en grande partie constitué par les fils de patrons. Alors c'est un athlète complet, Raymond Watine. Il ne fait pas que du football, il est aussi connu pour ses talents en athlétisme. Et c'est aussi quelqu'un qui participe à la guerre aux côtés de son cousin, un peu lointain, le commandant Bossu. Il participe donc au 1er régiment de chars à la bataille du Berry-au-Bac. Et Raymond Watine, par ailleurs, c'est un dirigeant du club de Roubaix, une fois qu'il a terminé sa carrière de footballeur, ce qui permet aussi de souligner la porosité non seulement entre le monde des sportifs actifs et le monde des sportifs de bureau, mais également une porosité entre la bourgeoisie locale et ce monde des dirigeants sportifs, des dirigeants du football. Et puis Raymond Watine, on connaît son visage. On connaît son visage parce qu'il est resté dans le marbre du monument aux morts du Racing Club de Roubaix, qui est toujours visible à proximité, dans l'enceinte du stade du Brûle-Verriest. Monument aux morts qui représente un athlète, et cet athlète a les traits de Raymond Watine. Raymond Watine meurt d'une crise cardiaque en 1936 et il lui est fait hommage dans les journaux de l'époque. Gérard Risbeck est le fils d'un médecin belge de Roubaix et pendant la Première Guerre mondiale, il choisit la nationalité française, contrairement à son frère Pierre qui, lui, choisit la nationalité de son père. Gérard Risbeck compte 4 sélections en 1923 et 1924. Il ne joue pas les Jeux Olympiques de 1924 à Paris, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est en train de travailler sa thèse de doctorat de médecine et qu'il donne priorité à son métier de médecin, à sa profession de médecin, à son sacerdoce véritablement de médecin. Et un tel sacerdoce d'ailleurs qu'il refuse, à peine son doctorat obtenu, de participer aux autres matchs de l'équipe de France, préférant rester à Roubaix, proche de ses patients. D'ailleurs, très souvent, il refuse de jouer avec Roubaix à l'extérieur, justement pour être proche de ses patients. Gérard Risbeck, c'est aussi un homme qui participe à la commission médicale de la Fédération française de football dans les années qui suivent, dans les décennies qui suivent. Et puis, donc, en 1970, il décède à Roubaix. Ici, on retrouve Edmond Delfour. Alors, Edmond Delfour n'est pas du tout roubaisien. Il est né à Ris-Orangis, il n'a rien à voir avec Roubaix. Mais à la fin de sa carrière, alors qu'il compte déjà un certain nombre de sélections, il en compte au total 41 entre 1929 et 1938, c'est un des capitaines de l'équipe de France, titulaire du capitanat en équipe de France. Donc à la fin de sa carrière, en 1937, il est transféré à Roubaix. Et son transfert à Roubaix fait scandale parce que finalement, son club, le Racing Club de Paris, a prévu de le transférer dans un autre club sans lui demander son avis. Et ça devient un joueur représentatif du pouvoir des dirigeants sur la carrière des footballeurs dans un sport qui s'est professionnalisé depuis peu de temps, depuis 1932 seulement. Capitaine de l'équipe de France, c'est aussi un joueur qui participe à 3 Coupes du Monde. Les 3 premières Coupes du Monde, 1930, 1934, 1938. Et puis, pour l'anecdote, outre le fait qu'il deviendra un entraîneur réputé, pour l'anecdote, c'est aussi le beau-père d'un joueur de l'équipe de France de 1958, Dominique Colonna. Ici, nous avons Célestin Delmer.
Célestin Delmer est un joueur qui participe à la première Coupe du Monde en 1930. Donc il franchit les océans pour rejoindre l'Uruguay. Il compte 11 sélections au total. Et c'est surtout un des joueurs de la première équipe professionnelle de Roubaix en 1932, l'Excelsior. L'Excelsior est une propriété de Prouveau, donc le propriétaire également des lainières et de la laine du pingouin, des laines du pingouin, pardon. Or, Célestin Delmer ne cherche pas à gagner de l'argent véritablement lorsqu'il arrive dans le club de Roubaix. Il a une vision à plus long terme. Ce qu'il préfère, lui, c'est avoir un poste au sein des lainières, et il obtient du patron de l'époque, du club et des lainières, d'être le représentant des laines du pingouin dans un vaste secteur qui comprend entre autres laines, ce qui fait qu'il ne peut pas participer très intensément aux entraînements de l'Excelsior. En fait, la plupart des matchs, il ne rejoint l'équipe que pour le match, que le matin même du match. Le reste du temps, il est sur Saint-Quentin et il travaille à vendre les laines du pingouin. Alors, Célestin Delmer, joueur de la première équipe professionnelle, mais joueur également de l'équipe qui remporte la Coupe de France en 1933, l'Excelsior, face à une autre équipe de Roubaix, le Racing Club de Roubaix. Situation inédite encore à ce jour. C'est la seule fois où deux équipes de la même ville se retrouvent face à face lors de la finale de la Coupe de France, qui est la fête nationale du football français, pour reprendre les mots de l'historien Paul Dietschi. Pour lui, cette finale de la Coupe de France, ça reste un des meilleurs souvenirs de football. Et la preuve en est, c'est qu'il arrive à prendre le ballon à la fin du match, lorsque le coup de sifflet final est donné, et ce ballon reste longtemps dans la famille de Célestin Delmer, et son fils joue même, quelques années plus tard, avec ce ballon de la finale de la Coupe de France. Maintenant, le ballon lui-même a disparu. En équipe de France, il compte donc 11 sélections, mais très vite, il est dépassé par un autre joueur, le Hongrois naturalisé français József Kosár, qui est plus solide athlétiquement. Cette photo représente deux joueurs importants du football roubaisien, Raymond Dubly, mais aussi le jeune Georges Verriest que l'on voit aux côtés de l'aîné. Georges Verriest, c'est un enfant de Roubaix, né en 1909. Il compte 14 sélections en équipe de France dans les années 30, 1933-1936, ce qui lui vaut de participer à la Coupe du Monde en 1934 en Italie. C'est un Roubaisien, c'est aussi un joueur amateur qui, alors que le football français est en train de se mettre au professionnalisme depuis 1932, choisit de rester amateur et de continuer son métier de courtier en viande. Il est dirigeant, une fois sa carrière terminée, du RCR, puis un des cofondateurs, après la Seconde Guerre mondiale, de la fusion entre les clubs roubaisiens et tourquenois, le CORT, ce qui donne le CORT. Et puis aussi, à partir de 1959, il rejoint le comité de sélection qui est mis en place à la suite du décès de Paul Nicolas, sélectionneur de l'époque. Un comité de sélection qui regroupe 3 joueurs, Alex Thépaut, le gardien de but qui faisait déjà partie du comité de sélection auparavant, Jean Gautroux, qui est un ancien joueur également de Roubaix, et donc Georges Verriest. Très vite, Jean Gautroux et Alex Thépaut lâchent la main, démissionnent de ce comité de sélection à la suite de défaites répétées. Georges Verriest reste seul sélectionneur. Il reste seul sélectionneur et à ce titre, il lui arrive quelques mésaventures avec Raymond Kopa. En 1962, Raymond Kopa est en train de vivre le drame de sa vie. Son fils est atteint d'une maladie grave, il a 4 ans, et c'est une leucémie qui atteint le petit Denis Kopa. Et donc, Raymond Kopa n'a pas toujours le cœur à jouer. Georges Verriest lui fait pourtant confiance, et ça marche pour un match. Raymond Kopa, en effet, réussit son match. Le match suivant, Raymond Kopa n'est vraiment pas dedans, il rate son match, et Georges Verriest fait des déclarations à la presse qui ne plaisent pas aux grands joueurs, au premier ballon d'or français qui est Raymond Kopa. Ces déclarations valent à Raymond Kopa une mise à l'écart de l'équipe de France pendant près d'1 an.
Entre-temps, son jeune fils décède. Et puis, l'équipe de France va mal. Donc, Georges Verriest décide finalement, à l'automne 1963, de rappeler Raymond Kopa. Raymond Kopa accepte la convocation, il se rend au rassemblement de l'équipe de France, mais il veut avoir une explication d'abord avec Georges Verriest, le sélectionneur, et avec l'entraîneur de l'équipe de France, Henri Guérin. La discussion tourne très vite au vinaigre puisqu'il exige, le joueur exige des excuses publiques qui lui sont refusées et il quitte alors le rassemblement. C'en est fini de la carrière internationale de Raymond Kopa. Le football nordiste compte beaucoup de joueurs qui ont compté dans l'histoire de ce sport et parmi eux, en particulier, Georges Beaucourt. Georges Beaucourt compte une sélection en 1936. C'est assez peu, mais c'est un personnage important. Georges Beaucourt est né à Roubaix, mais il n'y joue pas. Il ne joue dans aucun club de Roubaix. C'est un joueur important de l'Olympique lillois, dont il est le capitaine mythique. Il est le capitaine du premier champion de France professionnel, puisque l'Olympique lillois remporte le championnat de France à l'issue de la saison 1932-1933. Et son transfert au RC Lens en 1938 fait scandale. Non pas parce qu'on passe de l'Olympique lillois à l'ennemi lensois, déjà ça passe mal, mais surtout parce que c'est un transfert très coûteux. Cela monte à 150 000 francs, ce qui est une somme importante pour l'époque. Et puis, à l'issue de sa carrière de footballeur, c'est un intellectuel du football, il devient dirigeant, un des dirigeants des houillères, donc spécialisé bien sûr dans les mines du Nord. Voici le meilleur gardien de but de tous les temps, du moins chez les Français. Enfin, c'est ce qu'avait dit l'équipe en 1999. Julien Darhuis est un luxembourgeois, né au Luxembourg, mais de nationalité française, et qui passe le plus clair de sa carrière dans le Nord. Il a été gardien de but de l'Olympique lillois, il a été gardien de but ensuite du LOSC après la Seconde Guerre mondiale, et surtout, il passe 8 ans à garder les cages du Cort entre 1945 et 1953. Alors, il est réputé pour ses sorties aériennes, il est réputé aussi pour ses sorties dans les pieds des attaquants adverses et pour la qualité de ses relances qu'il travaille, dit-on, en forêt. C'est une véritable star du football. C'est un des premiers gardiens de but à être également capitaine de l'équipe de France. Il y a eu des précédents, dont Alex Thépeau dans les années 30, mais c'est un joueur véritablement clé. Et lorsque, à la fin de sa carrière, il commence à devenir un petit peu moins important, un petit peu moins convaincant, Gaston Barreau, qui est membre du comité de sélection, qui est sélectionneur à ce moment-là, décide, pour ne pas renvoyer directement Julien Darhuis, parce que ça pourrait faire scandale, décide de demander à son vestiaire de voter qui, entre Julien Darhuis et son adversaire, ou son rival nîmois Stéphane Dakowski, doit garder les buts de l'équipe de France contre l'Écosse, contre l'équipe d'Écosse, en 1951. Alors, une fois sa carrière terminée, Julien Darhuis tiendra un café, mais auparavant, il aura aussi tenu les cages du cirque Jean Richard, où il fera un numéro d'arrêt de pénalty. Voici Henri Hiltel, sélectionné à 2 reprises. Henri Hiltel fait partie de ces joueurs qui sont arrivés en France à la fin des années 20, début des années 30, pour profiter du nouveau marché professionnel qui s'ouvrait avec la création du championnat de foot professionnel. Henri Hiltel est d'abord sélectionné avec l'équipe d'Autriche. C'est un Autrichien, un Viennois. Il fait partie des joueurs de la Wunderteam, la meilleure équipe du monde probablement de l'époque. Et il arrive en France au début des années 30, dans la foulée de cette ouverture du football professionnel. Il est recruté par l'Excelsior de Roubaix. Et puis, quelques années plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, il jouera encore pour le Cort. En somme, c'est une quinzaine d'années de football professionnel roubaisien pour Monsieur Henri ou Monsieur Hiltel,
Monsieur, pourquoi? Parce qu'il bénéficie d'une image de marque particulièrement bénéfique, particulièrement positive à Roubaix. C'est un attaquant taciturne, on le voit très peu sourire, très rarement sourire sur les photos, mais les journalistes disent que ce ne sont pas que les photos qui le montrent sombre. C'est le champion de France, c'est un champion de France en 1947 avec le Corte. Il gagne ce premier titre. Et puis également, c'est le tenancier du café, le penalty, une fois sa carrière terminée. Parmi les grands joueurs lillois, on compte Jean Barat, qui compte 32 sélections en équipe de France entre 1944 et 1952. 32 sélections en équipe de France, dont certaines enrichies du capitanat. Jean Barat est un grand joueur lillois, mais il termine sa carrière au club roubaisien de l'époque, au grand club roubaisien, qui est le Corte. Grand de moins en moins finalement, puisque dans les années 50, le Corte commence tout doucement à connaître sa descente dans les abysses du football national. Et la ville de Roubaix, finalement, voit ce football de haut niveau peu à peu disparaître, alors que cela avait fait les joies culturelles des samedis et des dimanches roubaisiens pendant tout le premier XXe siècle. Jean Barat dispute donc un certain nombre de matchs à la fin des années 50, entre 54 et 56, au sein du Corte. Il y termine sa carrière. Mais c'est aussi un joueur qui, pendant sa carrière, est réputé pour sa force, pour sa solidité. C'est un attaquant glorieux et c'est aussi un attaquant courageux. D'ailleurs, les supporters lillois le surnomment volontiers Capitaine Courage. On le voit régulièrement blessé, sorti sur blessure à l'issue des matchs. Jean Barat se reconvertira ensuite dans le métier de son père, dans le métier de ses parents, puisqu'il deviendra restaurateur. Sur cette photo, aux côtés des stars que sont Julien Darhuis et Jean Barat, on retrouve le jeune Jean Lechantre, ici. Jean Lechantre qui, entre 1947 et 1949, compte 3 sélections. C'est un Belge. Jean Lechantre est né belge, juste à la frontière, mais cela suffit pour lui pour ne pas avoir la nationalité française. Il est naturalisé finalement français, joueur du LOSC, d'abord de l'Olympique lillois, puis du LOSC. Il est champion en 1946. Il fait partie de l'équipe qui remporte non seulement le championnat, mais la Coupe de France, de même que Jean Barat. Et comme Jean Barat, il finit sa carrière au Corte entre 1952 et 1955, puis revient au Corte quelques années plus tard, en 1959-1960, non plus comme joueur, mais comme entraîneur-joueur. Jean Lechantre, c'est un personnage influent du football local, ne serait-ce que parce qu'il fait partie de ce monde d'éducateurs du football. Et comme éducateur du football, il est l'un de ceux qui ont découvert un jeune talent, Didier Six. Sur cette photo du Corte en 1953-54, on reconnaît Julien Darhuis, et juste à côté de lui se trouve Lazare Giannessi. Lazare Giannessi est un fils des mines du Nord-Pas-de-Calais. Ses parents sont italo-grecs, arrivés en France pour le travail dans les mines. Sa famille vit à Avion, c'est un joueur du RC Lens à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui rejoint le Corte en 1949, où il fait carrière, suffisamment en tout cas pour être sélectionné en équipe de France à 14 reprises, entre 1952 et 1954. Alors, il est recruté par le Corte pour jouer à l'aile, mais finalement, Julien Darhuis le trouve plus convaincant en défense et le replace en défense, lui conseille en tout cas de se replacer en défense. Il participe à la Coupe du Monde 1954, aux côtés d'un certain Raymond Kopa, et finalement c'est un profil comparable à Raymond Kopa, un enfant des mines du Nord-Pas-de-Calais, un enfant d'immigrés qui défend les couleurs de l'équipe nationale française.
Lorsqu'on parle du football à Roubaix, comment ne pas évoquer la saison 1983-1984, qui est la dernière heure de gloire finalement du football roubaisien de haut niveau, puisque Roubaix Football, le nom du club de l'époque, joue à ce moment-là en Division 2. Une seule saison, certes. Mais parmi les joueurs de cette épopée de la deuxième division, on compte Bruno Metsu. Bruno Metsu ne compte aucune sélection en équipe de France, mais il est sélectionneur. Il est sélectionneur de plusieurs équipes étrangères, dont la Guinée, le Qatar et surtout le Sénégal. Équipe du Sénégal qui, en Coupe du Monde en 2002, gagne contre une petite équipe de France qui n'a qu'à défendre son titre de champion du monde. Bruno Metsu, c'est aussi un très grand entraîneur, très réputé, qui, en 2012, succède à la tête du club de Dubaï, Al-Wasl, succède à un certain Diego Maradona. Alors, il ne reste pas très longtemps à la tête de ce club, puisqu'il est obligé d'en démissionner pour des raisons de santé, et Bruno Metsu donc, décède quelques mois plus tard d'un cancer. Aujourd'hui, on est toujours un petit peu étonné quand on dit que Roubaix a été une grande ville du football, peut-être même la capitale du football il y a un peu plus d'un siècle. Et pourtant, la liste des joueurs qu'on vient d'étudier, qu'on vient de voir rapidement, elle est loin d'être exhaustive. Et il est à parier que beaucoup d'entre vous pourront regretter l'absence d'André Renaud, de Charles Renaud, d'Albert Génicaud, d'André François, de Marcel Vancaud, de Maurice Mathieu, de Marcel Lanjulier, de Roger Bourri, de Marcel Desrousseaux, de Lucien Leduc, de Noël Liétard, de Jean Cessambé, d'Edmond Leveugle, de Jules Cotonnier, de Michel Frutoso, de Jean Dubuis.